Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo des détails dans des clips de K-pop, partie 2. Je sais pas combien de parties je ferai, mais tant que j'ai des clips de K-pop sur lesquels j'ai des choses à dire, j'ai des choses à analyser, j'ai des petits détails à vous relever, eh bien je serai là pour vous faire la petite cuisine. Journée particulière aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir, j'ai décidé d'abandonner ma casquette pour vous révéler ma déstructuration capillaire. Et sans plus attendre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, nous allons rentrer dans le vif du sujet et parler de quelques clips de K-pop sur lesquels j'ai des choses à dire. Et pour commencer, on va parler d'un groupe de mecs. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Encore un petit? Oh mon dieu! C'est ouf que je prenne ça comme un événement sur ma chaîne de parler d'un groupe de mecs. Faudrait que je m'y mette un peu plus. Tout d'abord, nous allons parler de 80s avec le clip Guerilla. Vous avez très certainement remarqué que dans le clip, le groupe danse devant un décor très imposant où on voit le titre de la chanson Guerilla qui est disposé sur des bâtiments. Et cette typographie et même cette structure renvoie directement à une affiche du film Metropolis de Fritz Lang. Je dirais même au chef-d'œuvre de Fritz Lang. Et cela renvoie à l'affiche française du film qui a été réalisé par le costumier, décorateur et affichiste russe Boris Bilinsky en 1926. Et je vais parler un peu de Bilinsky. Ses œuvres vont apporter une modernité aux affiches de cinéma. Et dans ses premiers jets, on peut retrouver l'affiche du film Les Lions Moghols de Epstein en 1924, Metropolis donc de Fritz Lang en 1926, ou encore Gribich de Fader en 1925. Et s'en suivra dans les années 30 une énorme popularité, et beaucoup de journaux qualifieront l'artiste du meilleur dans son domaine. Pour lui, l'affiche doit être dynamique et surtout ne pas être noyée par le texte. Les couleurs doivent être en contraste pour pouvoir se remarquer de loin, et surtout le titre doit être incorporé à la substance même de l'affiche. Il doit faire partie de sa composition et non lui être superposé, comme on peut le voir parfaitement avec l'affiche de Metropolis. Le titre fait corps avec le décor, il se démarque avec sa couleur rouge et justement ses bâtiments qui sont bleus, et pour ma part, l'effet il marche aussi avec le clip de 80s, parce que quand j'y pense, la première image qui me vient en tête, c'est cette séquence-là. Et cette affiche, elle présente là, comme dans le film de Fritz Lang, un entassement de plusieurs buildings. Et cet entassement rend les habitations étouffante. C'est absurde, on est dans l'excès et on voit que ces bâtiments cherchent à atteindre les cieux. Ça renvoie donc à une image de l'ascension sociale et surtout la domination sociale des classes hautes. Et cette représentation de la ville, en fait, avec tous ces bâtiments qui s'entassent, qui essayent d'atteindre les cieux, ça représente aussi un mouvement architectural qui était en vogue à l'époque. Il y avait vraiment une dynamique dans le domaine. L'urbanisme moderne était en train de se développer. Et pour représenter la ville de Metropolis, notamment à travers aussi cette affiche, on voit pas mal d'inspiration du cubisme, de l'expressionnisme ou du futurisme italien. Mais une des références principales n'est autre que l'œuvre du peintre allemand Paul Citroën qui s'intitule Metropolis, tout simplement. Et cette œuvre, elle est intéressante parce qu'elle confronte plusieurs bâtiments avec des architectures différentes. Et ces bâtiments vont se rencontrer, fusionner presque, pour ne former qu'une seule et même structure, tout comme on peut le retrouver dans l'affiche de Bilinsky. En général, d'un point de vue négatif, on va observer les classes populaires par de l'entassement. Et c'est ce qui se traduit par cette image, par cette affiche, avec cette dénonciation des classes hautes. Parce que ces classes ont voulu s'éloigner de celles qui étaient basses pour s'élever, et au final, elles se retrouvent, elles aussi, entassées les unes sur les autres. Alors, le clip d'80s, il va le plus dénoncer une société froide, dénuée d'émotions, et va chercher à guider son public. Alors non, on n'est pas du tout dans l'appel à la lutte des classes, mais il y a une volonté d'humaniser le monde. Et par le biais de quoi? De l'art. Déjà de par la musique, avec leur chant, le rap, la composition de l'instrumental, mais aussi avec la référence au film Metropolis, à l'affiche de Bilinsky, et aussi avec cette scène finale où vous avez tous les membres qui sont dans une pièce où plusieurs tableaux sont accrochés. Parce que l'art est vecteur d'émotion. Maintenant, nous allons partir du côté de aespa avec Armageddon, qui pour moi est le chef-d'œuvre en termes de clip pour cette année 2024. Les plus cinéphiles d'entre vous ont très certainement remarqué la référence au film Premier Contact de Denis Villeneuve, notamment avec le design des créatures et aussi quelques séquences. Cette référence nous fait réfléchir par rapport à l'origine des personnages interprétés par les membres d'aespa dans l'univers du groupe aujourd'hui. Depuis la fin du premier arc Kwanga, le mystère s'épaissit. Déjà dans ma vidéo des détails dans le clip Drama de aespa, j'ai émis cette théorie comme quoi les membres seraient mortes. Mais je me suis rendu compte que ça allait plus loin que ça. Déjà, pourquoi les membres ont des super pouvoirs dans le clip Supernova? Pourquoi sont-elles représentées comme des super
Super Sentai dans Licorice. D'où viennent-elles? De quelle planète? Pourquoi Ning Ning a un œil rouge et un œil bleu alors que c'est Karina qui avait un œil rouge et un œil bleu dans le clip Savage? Il y a une réponse qui m'est venue en tête, quelque chose qui m'a sauté aux yeux, notamment si je prenais à partir du clip Welcome to My World qui est sorti l'année dernière. Bon, je vais être honnête avec vous, à la base je devais faire une vidéo des détails dans Espa avec tous ces clips qui expliquent cette théorie là, sauf que la promotion du groupe avec la sortie de Armageddon a tout cassé. Pourquoi? En fait la théorie que j'avais s'est révélée juste, et donc bon, c'était difficile pour moi de faire une vidéo parce que j'attendais que le clip sorte, mais la promotion du groupe a dit en fait ce que je pensais, donc du coup c'était foutu pour la vidéo. Il s'agit du multivers, multi-univers pour ceux qui savent pas. Et c'est plutôt censé que Espa aborde leur lore de cette manière, car le groupe de base il est calqué sur le modèle des films Marvel. Déjà il a une construction sérielle, donc en série. Il adopte le genre des films de super-héros, il y a pas mal de références aux comic books, et puis le groupe faisait partie, sous l'ère Lee Soo-man, du SMCU, comme le MCU, Marvel Cinematic Universe. Aujourd'hui le multivers, c'est très tendance dans les films de super-héros, que ce soit avec Spider-Man, Doctor Strange ou l'horrible The Flash. Le multivers est partout. Et depuis Welcome to My World, c'est ce que SM Entertainment nous montre. Comment? Par le biais de la mise en scène de chacun des clips qui a été réalisé. Aucun clip n'est le même. La forme est tout le temps différente. Et je vais vous faire un petit listing. Tout d'abord, Welcome to My World. Là, on est dans une sorte de film indé qui est prêt à être programmé au festival de Sundance. On voit de grands espaces qui sont filmés, la nature, et les membres qui sont dans une sorte de situation plus réaliste, même si le fantastique va intervenir avec la présence de Nevis. Mais on est dans quelque chose d'un peu plus naturel, on va dire, dans la façon d'être filmé. Avec Spicy, on se retrouve complètement dans le teen movie américain au lycée. Avec I'm Unhappy, là, on change déjà dans le format de l'image. On a un cadre 4/3. On voit que l'ambiance est plus ténébreuse, le travail de la lumière a complètement changé, c'est très très sombre, ça n'a rien à voir avec le côté teen movie au lycée dans Spicy. Et en plus, Karina a troqué sa blondeur pour devenir brune. Dans le clip Thirsty, là on est complètement dans une sitcom, avec la référence à Friends pour le titre de la chanson. Salty and Sweet, j'ai envie de dire coucou le petit descendant de Girls, la chanson d'Espa. Pour Drama, on est complètement dans un film noir, dans un polar rempli d'action et de science-fiction aussi. Supernova, on est dans le film super-héros. Long Chat, au début du clip, vous avez une apparition d'un format documentaire où les filles se confient à la caméra, elles répondent à des questions. Avec Licorice, on a un hommage aux Super Sentai qui vont affronter leurs ennemis, là, comme Ultraman, avec des tenues colorées propres à chacune des membres. Pour Live My Life, là on se retrouve aussi dans une sorte de teen movie, un peu indé. Là-dessus, ça revient un peu dans le style comme Welcome to My World. Et pour Armageddon, là on est dans quelque chose de complètement déstructuré qui fait énormément appel aussi à la science-fiction. On voit durant tout le long les personnages qui vont se transformer, qui vont changer d'apparence, un peu comme si en fait toutes ces formes de divers univers différents venaient à se rencontrer et à muter ensemble. Et c'est là qu'on remarque le travail génial de la part de SM Entertainment depuis l'année dernière, qui a su poursuivre le lore d'Espa de manière brillante, se tournant vers le multivers et surtout en le montrant à travers une mise en scène différente pour chaque clip. Chaque clip montre un univers différent, un monde différent et des Espa différents. Bien entendu, ça reste une théorie. Petite parenthèse sur Red Velvet avec la chanson Cosmic. Oui, il y a des références au film Midsommar d'Ari Aster, un chef-d'œuvre, allez voir ce film si ce n'est pas fait. Mais c'est surtout aussi une référence au festival du Midsommar, à cette célèbre tradition qui vient fêter le solstice d'été. Et en général, ça se déroule entre le 19 et le 25 juin. Et pour cette année, le solstice a tombé le 24 juin, date de la sortie du clip et donc de l'album de Red Velvet. Mais ce clip, il est surtout là pour rappeler que les reines de l'été, c'est Red Velvet. Maintenant, go vers New Jeans avec le clip High Boy, la version Honey. Est-ce que vous connaissez Nan Goldin? C'est une célèbre photographe qui a notamment marqué la décennie des années 80. Elle propose une œuvre importante sur l'intimité de son quotidien. Elle fait des portraits de ses proches, de la communauté LGBTQ+, mais aussi de sa vie de couple, souvent violente. On remarque très vite sa patte avec une proximité assez brute de ses scènes intimistes, ainsi qu'une palette de couleurs, souvent dans des tons froids qui vont parfaitement traduire cette atmosphère. Ou parfois même l'inverse avec une palette beaucoup
beaucoup plus chaudes avec des tons très orangés. Et je vous mets au défi de ne pas être touché vraiment par l'œuvre de Nan Goldin. Et vous pouvez retrouver certaines de ces photos dans le clip iBoy version Annie, notamment dans cette séquence où vous avez deux planches de skate sur lesquelles figurent des photos de Nan Goldin, ou juste ici où vous avez le portrait de Jimmy Paulette. Et bref, Nan Goldin, c'est une de mes photographes préférées. Ouais, c'est un petit peu brutal comme fin de vidéo. En fait, je devais parler d'un autre clip, celui de I Can't Stop Me de Twice. Sauf que c'était plus une analyse d'album. Et bon, là, c'est une série de vidéos sur les analyses de clips, pas les analyses d'albums. J'ai déjà fait une série d'analyses d'albums avec 3 albums qui dérangent, et je me suis dit que j'allais peut-être continuer aussi cette série. Et dans ce cas-là, il est préférable que je garde donc cette dernière partie, que j'inclurai dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais qui sera plus axée sur des analyses d'albums. Donc j'espère que vous comprenez. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et j'ai bien centré cette fois.